Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde autour du thème de la co-construction et notamment la participation active des publics au sein d'institutions et structures culturelles. On peut revenir plus concrètement sur comment les raisons de la co-construction dans vos institutions, pourquoi vous avez entamé ce type de démarche. Je vois qu'ensuite, ça peut être le musée du Quai Branly sur le... Donc, on va en profiter. Merci. Comme ça évitera les allers-retours sur le PowerPoint. Donc, voilà. Nous, au musée du Quai Branly, il y a plusieurs types de co-construction. Là, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire un focus sur notre comité de visiteurs. Donc, qui est un comité qui se veut représentatif des publics dits cibles du musée, puisqu'on a beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, et puis aussi des personnes retraitées. Et donc, l'objectif de ce groupe, c'est de réunir ces publics et d'avoir vraiment une vision de leur avis sur le musée et de leur retour sur des sujets concrets. La jeunesse de ça, c'était à l'arrivée en fait du président Emmanuel Casarero, qui en fait en 2021 a souhaité mettre en place un projet Quai Branly 2025 avec différents axes. Donc par exemple la conservation des collections, donc poursuivre ce travail, l'inclusion de l'art contemporain au sein du musée et aussi notamment la participation des visiteurs. Donc ce comité a pu se mettre en place juste après la crise du Covid. Et l'idée, c'était véritablement d'inclure les publics qui représentaient le musée. Et donc je vous ai mis un peu ce panel, donc les 18-30, les familles et les seniors. Donc actuellement, on a 9 participants, ça peut aller jusqu'à 12 participants. Et donc, c'est vraiment l'idée, je pourrais revenir ensuite sur ce point-là, mais l'idée, c'est d'avoir ce groupe-là qui vient représenter. Pour ce qui est des champs libres et du musée de Bretagne, déjà au niveau des champs libres, on suit une feuille de route, on suit un projet culturel et scientifique depuis déjà un certain nombre d'années. Et l'un des éléments majeurs de ce projet a été de faire qu'on invite les usagers, les habitants et habitantes de Rennes à concrètement participer à la vie des champs libres. Et quand je dis concrètement, c'est un peu la phrase de dire vous êtes chez vous au sein des champs libres, mais ça va un peu au-delà. C'est améliorer la capacité des gens à se donner rendez-vous par eux-mêmes au sein des champs libres, à porter eux-mêmes les projets qui les intéressent au sein des champs libres. C'est les investir à participer à l'évaluation aussi de notre action publique au sein des champs libres. Donc c'est véritablement à chaque endroit du fonctionnement de cet établissement. Donc pour rappel, les champs libres, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que j'entame ça rapidement, les champs libres, c'est créé en 2006 et c'est déjà un projet co-construit, puisque dans les faits, ça comporte une bibliothèque à vocation régionale sur 6 étages, un centre de découverte scientifique avec un planétarium, un musée d'histoire et de société, et puis tout ça partageant de multiples services, un café, un auditorium. Donc déjà, nous-mêmes, en interne, on est déjà un peu dans cette dynamique de co-construction et de co-construction avec des savoirs partagés. Et donc, c'est cette notion d'inclure les publics dans la vie concrète du bâtiment pour que cette notion de savoir partagé, on ne soit pas que nous uniquement dans une position d'offre. Et puis, si je rentre plus précisément dans ce qu'est le musée de Bretagne, il se trouve que le musée de Bretagne fait partie de la grande famille des musées de société et des écomusées. Bon, autant dire que normalement, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN de faire société. On pourrait tout simplement mentionner que la plupart de nos projets d'exposition temporaire sont au préalable montés avec des liens avec les publics, avec des communautés. On utilise souvent le principe d'enquête-collecte avant de commencer une exposition. Exemple, on a une exposition actuellement sur le carnaval. Bon,
c'est une reprise des musées de Normandie et du musée de Granville, mais on a été plus loin, on a été bien sûr au sein des carnavals, en s'investissant nous-mêmes. Donc quand on parle de participer, on s'est déguisé, voilà, et on s'est mis au cœur des carnavals. Et ce qui est intéressant, c'est que les carnavals sont dans l'exposition, que ce soit dans la programmation culturelle, avec des gens qui n'étaient jamais venus jusqu'à Rennes, pour certains petits carnavals de Bretagne, et puis qui se sont insérés aussi complètement dans l'exposition, et pour donner ce caractère plus humain aussi, plus incarné de nos projets. Et puis, pour finir, puis on réabordera ça aussi un petit peu plus tard, on part du principe qu'on est un musée, on a des collections, mais ces collections, c'est un bien commun. C'est un bien commun, alors certes, on a la mission de documenter, de conserver, de valoriser, mais on n'a pas la science infuse, surtout quand on approche à peu près le million de collections. On ne connaît pas tout. Sauf qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent des choses, qu'il y a des savoirs qui sont cachés de ci, de là. Donc, on essaye aussi d'activer cette contribution, cette indexation collaborative, une forme de co-construction de la connaissance autour de ce patrimoine commun du musée de Bretagne. Donc, c'est vraiment à tiroir. Je vais prendre un peu d'illustration. Alors, je vais un peu plagier mon voisin. Pardon, je passe. Vous voulez reprendre après? Voilà. Je vais un peu plagier mon voisin en disant qu'effectivement, ça fait partie de notre ADN. Moi, j'aurais dit c'est consubstantiel de notre projet. Associer les personnes, co-construire avec elles, leur permettre la participation au projet, ça fait partie de l'objet même de notre association. Notre projet, c'est de faire en sorte que le citoyen prenne part au patrimoine, qu'il fasse du patrimoine sa cause et son enjeu. Je ne suis pas sûr que ça marche. Si. Et donc qu'il participe au projet à part entière. Il est partie prenante du projet. Et donc, sans prérequis, sans être ni un professionnel, ni un élu local, ni un agent de l'État, il est un citoyen qui s'engage pour la sauvegarde du patrimoine. Et il est évidemment partie prenante du projet qu'il va définir, auquel il va participer. Il va retrousser ses manches pour restaurer un château, une église, un lavoir, un moulin. Il va avec d'autres, dans le cadre d'un projet collectif, dans un projet où il va s'inscrire avec d'autres dans un projet au long terme, parce que restaurer le patrimoine, ça ne se fait pas en une fois, ça se fait évidemment dans une durée. Un intervenant auparavant parlait de bail amphithéotique. Ben, nous aussi, on est dotés de ces baux amphithéotiques qui nous donnent 40 ans, 100 ans, 99 ans exactement, d'actions possibles pour restaurer un patrimoine grâce à des bénévoles. Et j'insiste, des bénévoles qui viennent sans savoir, sans connaître, et qui ont simplement envie et qui sont volontaires pour participer à ce projet. Et où ils vont apprendre parce qu'on va leur donner les moyens d'acquérir des compétences, de savoir-faire bien pour le patrimoine, de le restaurer avec les mêmes ambitions, voire des ambitions supérieures à celles que pourrait avoir une entreprise ou des professionnels. Et ça, dans le cadre d'un projet d'intérêt général porté par l'association. Donc, clairement, c'est notre projet que de proposer et de donner l'occasion à des citoyens et citoyennes, citoyens du monde, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'être dans une vision franco-française d'un patrimoine franco-français. L'idée, c'est un patrimoine qui est support à la rencontre, à l'ouverture et à l'engagement collectif des citoyens. Très bien. Pensez-vous que les projets de co-construction puissent parvenir à valoriser les droits culturels, oui. Et si oui, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Oui, alors tout à l'heure on parlait aussi de la Convention de Faro, donc on se place aussi un peu dans cette dynamique-là globale. Nous, aujourd'hui, il y a des actions plus particulières où on creuse cette question des droits culturels. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du partage de la connaissance. L'un des enjeux qu'on n'atteint pas toujours, d'ailleurs, c'est déjà d'avoir une programmation qui s'ouvre au plus grand nombre. Alors, dans les faits, personnellement, je trouve qu'on n'atteint
pas toujours son objectif parce que ça reste quand même très complexe. Et surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est aujourd'hui commencer à pas modifier la programmation, mais la faire évoluer. Je m'explique. Ça va vouloir dire, par exemple, continuer à inviter les mêmes personnes à parler de sujets qui vont concerner l'ensemble de la société, mais proposer des formats différents. Et les formats différents, par exemple, ça a été le format qui est organisé tous les ans par mes collègues des Champs Libres et qui s'appelle Nos Futurs. Nos Futurs est un festival où c'est un festival dédié à la jeunesse. D'ailleurs, je ne devrais même pas dire dédié, puisque en fait, on laisse la parole à la relève, c'est ça le slogan. Et en fait, on accompagne des jeunes à monter ce projet pendant une année complète. Et quand je dis on accompagne, c'est vraiment l'idée de leur laisser les clés du bâtiment, leur laisser les clés des salles et construire eux-mêmes une programmation et eux-mêmes faire l'exercice en tant que jeunes d'aller à la rencontre de d'autres jeunes. Si c'est organisé par Sciences Po Rennes, pour autant, Sciences Po Rennes va aller chercher le lycée professionnel en plein centre de la Bretagne et partir du même principe que nous, on a laissé les clés à Sciences Po Rennes pour la coordination. Ils laissent les clés aux autres pour animer la discussion. Et donc, on arrive à travers tout ça à effectivement approcher cette question des droits culturels. Je dis approcher parce qu'on a fait aussi un exercice, alors je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'avaient mené, mais il y avait un certain nombre de structures, il y a de ça quelques années, sans doute au moment où les droits culturels se sont imposés davantage dans nos lois, l'exercice de prendre nos actions et de les mettre sous le tamis des droits culturels. Et nous, on l'a fait par exemple autour d'une action. Alors peut-être je vais prendre la télécommande, en remontant en arrière. Alors on l'avait fait sur deux actions. Sur Muséomix, bon, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent. Si ce n'est pas le cas, petit rappel, marathon créatif qui dure 3 jours, j'allais dire 3 jours de nuit, ça dépend des lieux, et où il y a une communauté de gens qui dessinent, qui fabriquent, qui font de la médiation du patrimoine, qui se réunissent pour concevoir une nouvelle approche du musée. Et donc, nous, on a accueilli ça en 2015, en fait, au Musée de Bretagne. Et il se trouve qu'on a un cofondateur de Muséomix qui est au sein de notre équipe. Donc, ça facilite, en fait, la dynamique. Et donc, on avait passé au tamis des droits culturels cette action-là. Et on a fait ça aussi sur une autre action sur laquelle je voulais m'attarder un tout petit peu plus. C'est les rendez-vous 4C au Champ Libre. Alors, je ne prendrai pas trop de temps, on passera après à autre chose. Mais les rendez-vous 4C au Champ Libre, c'est une action qu'on mène depuis une dizaine d'années. Et le principe des 4C au Champ Libre, alors les C, ils ont changé plein de fois. La dernière fois qu'ils ont changé, c'est nos participants et participantes qui ont dit les C que vous avez inventés ne nous conviennent plus. Et c'est eux qui ont redonné les C de convivialité, de créativité, de commun et de coopération. Voilà. Mais avant, il y avait citoyenneté et ça ne leur allait pas. Donc c'était aussi intéressant de voir l'évolution. Le principe de ces rendez-vous 4C, c'est vous avez envie de partager un intérêt commun, vous avez envie d'apprendre ensemble, venez au Champ Libre. Et nous, tout ce qu'on impose, c'est apprendre ensemble, faire ensemble et décider comment vous allez faire ensemble. Et depuis une dizaine d'années, on a eu en tout une 60aine de rendez-vous 4C qui se sont montés, avec des gens qui viennent avec des projets très divers. Aujourd'hui, j'ai un squad d'écriture, j'ai un groupe qui fait que des maquettes, un autre qui fait du tricot, un autre Wikipédia, un autre du chinois, un autre du breton. Peu importe, nous, on ne choisit pas le sujet. C'est les gens qui viennent avec leur envie. Et nous, ce qu'on fait, c'est de la facilitation. On les accompagne à porter leurs droits culturels, j'ose dire. C'est-à-dire à être conscients des savoirs qu'ils ont envie de partager et de comment ils ont envie de les partager dans le respect de leurs propres droits. Et ça a produit des choses assez magiques. C'est des rendez-vous qu'on a accueillis, peu importe d'où ils venaient, mais qui nous ont inspirés pour d'autres projets, nous, institutions. Je citerai qu'un exemple, c'est le rendez-vous espagnol, goûter en espagnol, où une petite fille a dit à son papa, tu participes au goûter au rendez-vous espagnol, vous parlez espagnol, mais moi je ne suis pas disponible le mercredi après-midi pour le goûter. Donc on invente un rendez-vous goûter espagnol avec des enfants et des parents. Et de ce goûter espagnol, un jour, ils viennent me voir en me demandant de fabriquer un hôtel des morts en plein milieu du hall des Champs Libres, puisque la moitié de ce groupe, c'était des franco-mexicains.
on monte l'Hôtel des Morts pendant 2 ans, et nous, on monte une exposition Mourir, quelle histoire au sein du musée de Bretagne. Et c'est ce même groupe qui vient installer l'Hôtel des Morts au sein de l'exposition, à travers une petite cérémonie, et qui vient animer toute l'exposition pendant la durée du projet. Voilà. Et pourtant, ce n'était pas prévu initialement. Donc voilà, pour les droits culturels, la manière dont on essaye d'associer, de réfléchir au prisme de ces droits culturels. Alors, vous avez parlé de la question d'apprentissage. Est-ce que l'éducation populaire, c'est aussi une des raisons qui vous pousse à co-construire ? Oui, je pense que évidemment la question de l'éducation populaire, elle est au centre de nos préoccupations et de notre projet, et qu'effectivement elle éclaire notre objectif. Les droits culturels, moi je les verrais sous deux aspects, si j'ose dire. L'aspect du citoyen, j'y reviendrai juste après, parce que ce que je voulais aussi imaginer, c'est que le fait associatif et le fait qu'un collectif s'engage dans un territoire, c'était aussi une façon d'exprimer ces droits culturels, mais collectivement, dans la co-construction, par exemple, d'une politique publique en faveur du patrimoine dans un territoire. Je pense par exemple à l'association de Brie-Contre-Robert en Seine-et-Marne, qui finalement, aux côtés de la collectivité, développe un projet qui permet de faire en sorte que l'éducation artistique et culturelle, l'éducation populaire menée dans le territoire, mais aussi la préoccupation d'une politique archéologique, donc beaucoup plus attachée au territoire et à la vie et à l'histoire de la ville, tout ça soit porté, co-porté par l'association et par la collectivité. Et pour venir à l'éducation populaire, qui fait partie de l'ensemble finalement, qui est portée par l'association, évidemment, les moments où on va pouvoir proposer à des enfants, à des jeunes, mais aussi à des adultes, de s'engager sur le patrimoine, d'y mener des actions, d'y apprendre des savoirs, des savoir-faire, des compétences, de relire sa propre histoire dans une histoire plus vaste et de relire son territoire dans l'histoire de ce territoire, justement, eh bien, tout ça, c'est porté par une association. Et clairement, c'est ce je reste avec l'association de Brie-Contre-Robert. Clairement, la proposition faite par cette association avec le château au cœur de la ville, avec des équipes qui permettent la médiation sur les questions du patrimoine pendant le temps scolaire, hors du temps scolaire, pendant les vacances, avec des adultes et des enfants, tout ça permet effectivement à chacun d'exercer ces droits culturels là où il est et en tant à la fois qu'habitant de Brie-Contre-Robert, mais aussi, même si je viens de l'autre côté de la France, parce que ce patrimoine, c'est notre patrimoine commun. Donc, globalement, il n'est pas que attaché et identifié à une personne habitant un lieu. On pourrait craindre quelquefois que droit culturel soit un enfermement à une identité et à un territoire. Je suis d'ici et c'est mon patrimoine. Nous vivons les droits culturels et le patrimoine comme un support à la rencontre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la notion d'international, par exemple, nous paraissait fondamentale. Les droits culturels, c'est des droits ouverts, c'est des droits qui accueillent toutes et tous et qui prennent en compte toutes et tous et qui n'approprient pas ou ne désignent pas quelqu'un en disant « toi, ton patrimoine, c'est celui-là et il est là ». Chacun peut s'approprier ce patrimoine et y porter une action, et une action qui est effectivement une action qui va permettre l'ouverture et la compréhension entre les personnes. Oui, si je peux rebondir donc, sur les droits culturels. C'est vrai que moi, quand je pense aux droits culturels, donc, dans les termes un peu de ce qu'il y avait par exemple dans la déclaration de Fribourg, où c'est tout ce qui est s'approprier, faire respecter, promouvoir, et donc c'est des cultures. Voilà, donc effectivement, c'est pas une seule culture figée, etc. Et il y a aussi toute la question des références communes. Et je pense que dans le contexte d'un musée ou d'une institution ou même d'une association,
question, c'est la question aussi du dialogue et de permettre ce dialogue. Et d'ailleurs, le Quai Branly, sa petite phrase, c'est là où dialoguent les cultures. Et donc c'est ça. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est important depuis le début. Mais je pense que l'idée du musée aujourd'hui encore, c'est de permettre d'être ce lieu de dialogue. D'ailleurs, au passage, cette photo, elle est assez belle, je trouve. Voilà, toute la question du dialogue et de créer ensemble des références communes ou partager, voilà. Et donc, dans ces exemples-là qu'on peut avoir au musée, on a notamment on mène pas mal d'actions avec d'autres associations qui vont nous permettre de faire ce relais et d'entamer un dialogue donc avec des publics qui peut-être ne viennent pas au musée ou bien qui peuvent nous aider sur certains dispositifs. Je peux penser par exemple à on a des adolescents qui vont nous aider à mettre en place notre audio guide en langue des signes française, donc un lycée spécialisé dans le 9e arrondissement qui va venir et qui va nous aider à construire cet outil. On a aussi des jeunes qui viennent promouvoir des cultures dont ils sont originaires. Donc, par exemple, là, actuellement, au musée du Quai Branly, il y a une grande pagode dans le hall d'entrée, si vous venez voir. Et en fait, la pagode, en fait, est une reconstitution qui a été réalisée en partenariat avec des jeunes, justement. Donc, c'est avec une association qui s'appelle Alternative, et qui nous permet d'avoir ce lieu de dialogue, ce lieu de co-construction, et donc d'en revenir à, en fait, faire vivre ces droits culturels et vraiment, être en capacité d'exercer ces droits culturels. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur certaines choses qui ont été dites, notamment vous parliez de parfois la difficulté du coup de pouvoir combiner des emplois du temps et de pouvoir s'adresser à toutes et tous, et ça revient à une question qu'on se posait et sur laquelle nous avions un petit peu échangé en préparant cette table ronde, qui est la grande question de comment mettre en place concrètement des initiatives de co-construction avec des publics, avec des parties prenantes qui ont peut-être leurs propres emplois du temps, et également en évitant peut-être des biais de sélection de ces publics. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pourrez développer au regard de vos expériences, mais notamment déjà comment prendre contact avec ces publics, puisque la manière dont on va les aborder va pouvoir peut-être avoir des biais ou avoir une sélection, et à quel moment aussi les impliquer dans les projets et comment se positionner en tant qu'acteur culturel pour accueillir ces publics, accueillir leurs besoins et aussi leur fournir l'espace de cette co-création. Peut-être que je peux rebondir sur le comité visiteur, justement, parce que ça a été une question au moment de la création du comité visiteur, de comment recruter, entre guillemets, ces visiteurs. Alors, je crois quand le projet a commencé à fleurir, il y a eu un appel à candidature sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Et en fait, ensuite, le musée s'est tourné vers un prestataire spécialiste dans tout ce qui est panel, exercice de dialogue dans les structures publiques ou privées, pour avoir justement cette représentativité, cette objectivité dans les publics qu'on pouvait accueillir. Donc, ils ont été recrutés de cette manière, donc recrutés entre guillemets. Et ensuite, donc voilà, si par exemple, je peux donner un petit exemple d'un travail qu'on a mené dans le cadre du comité visiteur pour vous donner une idée. Hop, voilà. J'avais pris, par exemple, donc nos comités visiteurs, en fait, ils durent environ 3 heures. Il y a une première partie où les visiteurs viennent rencontrer une équipe, une partie de l'équipe du musée. Donc ça, c'est un petit temps d'accueil, d'échange. Et ensuite, ils vont travailler sur 2 sujets en général, un sujet majeur et un sujet un peu plus mineur parfois. Et donc là, je voulais parler d'un exemple pour montrer un peu le déroulé d'une telle séance. Et donc là, en fait, c'était la présentation d'une application web qui s'appelle Sonorama. Donc en fait, quand vous arrivez dans le plateau des collections, vous pouvez aller sur une application, donc il n'y a pas besoin de télécharger, qui permet de marcher en fait en ayant des musiques qui vont être originaires
des zones que vous traversez. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un retour des visiteurs pour pouvoir améliorer, pour pouvoir faire évoluer. Donc, il y a un premier temps qui est juste l'observation, les réactions spontanées. Et donc, ce cabinet avec lequel on travaille, il ressort en fait des verbatims qu'il a entendus. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir ce regard objectif, parce que nous, on va entendre c'est super, c'est génial. Et en fait, eux, ils vont aussi entendre ah, c'est compliqué, j'ai pas aimé ça, etc. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce regard objectif. Et donc ensuite, on a de ces réactions, on peut tirer des observations sur l'appropriation. Donc par exemple, là, ce qui était intéressant, c'était de voir les différentes prises en main de l'outil. Il y en a qui suivent parfaitement le circuit. Il y en a d'autres qui vont déambuler. Donc comment faire pour s'adapter à ces différents publics. Et on en tire des retours qu'on veut le plus opérationnel possible, donc pour pouvoir les intégrer et faire évoluer ce qu'on met en place. Donc là, c'était que, en l'occurrence, l'outil était quand même bien accueilli et l'expérience était assez positive. Mais ensuite, il y avait des petites questions d'amélioration technique ou de repérage dans cet espace du plateau des collections. Donc voilà comment ça peut se passer, par exemple. Donc c'est vraiment cette idée de... nous, en fait, nous, le musée, on est en observateur, en fait, quand les visiteurs sont là et font leur comité, pour justement ne pas, ou essayer de ne pas influencer et d'avoir un retour le plus objectif possible. Voilà. Pour Rempart, en fait, moi j'entends que la question, elle est comment on va vers les personnes et comment on les associe à notre projet. Alors, il y en a qui tombent dedans toutes seules, parce que, évidemment, elles ont eu un encouragement familial, social, qui fait que le patrimoine, le bénévolat, l'engagement fait partie, finalement, d'un fil conducteur normal, social et habituel, et sans doute familial. Ce qui nous intéresse, c'est aussi... Alors ceux-là, ils sont les bienvenus, évidemment. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller vers ceux qui ne seraient pas immédiatement ceux qui penseraient patrimoine, qui penseraient bénévolat. Et on a développé depuis maintenant, Rempart a plus de 60 ans, non, pas plus, on aura 60 ans l'an prochain. Donc à 60 ans, c'est moi qui en ai plus. Et globalement, depuis plus de 10 ans, en revanche, on a développé une action à destination des jeunes suivis par les missions locales. Donc des jeunes sans emploi, sans formation, et souvent en recherche d'une orientation, quelle que soit professionnelle, mais de vie tout simplement. Et on a travaillé avec les missions locales pour s'adresser à ces publics qui, pour le coup, avaient des freins multiples à l'égard du chantier de bénévoles, du patrimoine, de la mobilité, aller vers un lieu pour participer à sa sauvegarde. Et on a mis en place un certain nombre d'étapes qui vont que, par exemple, nous allons dans la mission locale parler du projet Rempart, de ce que c'est le patrimoine, de comment on peut s'y engager. Puis, on propose une journée sur la base du volontariat, une journée dans un élément du patrimoine proche du lieu de vie des jeunes, pour qu'ils passent une journée à finalement participer à un chantier de restauration de cet élément du patrimoine, faire de la taille de pierre, de la maçonnerie ou de la charpente pendant une journée, ce qui est très court, mais ce qui permet une initiation au geste, une rencontre, mais le fait d'agir concrètement sur l'élément du patrimoine. Et puis enfin, une troisième étape qui est un départ vers un chantier, un peu plus loin ou à proximité, mais ça peut être aussi un peu plus loin. Et là, en levant aussi les freins qui pourraient être financiers, puisqu'il faut payer cette mobilité et puis peut-être aussi payer des frais de séjour pour aller sur le chantier. Et globalement, c'est finalement donner l'occasion à des jeunes gens qui n'auraient pas immédiatement pensé patrimoine, bénévolat, mobilité, engagement, des étapes, des pas à pas, des marches d'escalier qui leur permettent d'atteindre et d'accéder finalement à quelque chose auquel ils n'auraient pas naturellement, si je veux dire, pensé, mais que nous leur proposons
mais sur la base du volontariat, c'est-à-dire que si eux, ils n'ont pas envie d'aller plus loin que la première étape, ben, ils n'iront pas plus loin, ils n'iront pas à la deuxième. Mais en tout cas, on peut leur proposer une troisième, voire une quatrième étape, puisque, par exemple, on leur proposera aussi de s'engager en volontariat de service civique, par exemple, à l'issue d'un parcours d'engagement bénévole. Eh bien, en fait, ça dépend, là encore une fois de plus, des projets. Ça dépend des... En fait, on ne recrute pas de la même manière selon les projets qu'on traverse. Là, par exemple, vous avez un recrutement un peu, j'allais presque dire endogène des musées, c'est les associations des amis de musées qui se retrouvent finalement par cooptation. Puisqu'il y en a toujours un ou une qui embarque sa voisine ou autre à rejoindre l'association des amis de musée. Donc là, c'est un exemple concret, mais par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est comment on les garde, ces amis, et comment on les investit. Là, en l'occurrence, nous, ils ne nous aident pas que pour les acquisitions, on les embarque dans le traitement des collections et le nettoyage. Et pour le coup, ça a permis en fait d'avoir, par cette cooptation de bouche à oreille, des gens qu'on n'aurait pas eu autrement. Puisque l'un des éléments de recrutement, c'est un bon gâteau et du café. Et là, c'est le cas présent. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se retrouvent une fois par semaine dans un temps de convivialité et en fait, ils attirent aussi d'autres à venir les rejoindre par cette convivialité. Là aussi, en termes de recrutement, c'est aussi s'appuyer sur des communautés en fait, qui sont déjà actives et qui recrutent elles-mêmes. Là, la communauté wikimédienne qui nous aide pour l'indexation et le renseignement des collections et autres sur Wikipédia, on s'est d'abord appuyé sur la communauté présente et c'est la rencontre du musée et de la communauté qui fait qu'on favorise d'autres recrutements. Donc là, les 4C, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, Muséo Mixte, là, c'est encore un procédé d'inscription, c'est différent. Mais là, pour l'indexation collaborative, on fait de l'indexation collaborative en ligne. Donc, bien évidemment, là, ce sont les réseaux sociaux qui font qu'on va tout simplement aller s'inscrire dans tous les petits groupes Facebook qui sont intéressés au patrimoine de telle ou telle ville. Et puis, on va les déposer une petite image. Et puis, on va ferrer comme ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une communauté de 200 contributeurs qui ont déjà indexé, un peu comme le monsieur, là, Bernard André, lui, mais c'est un champion, et qui vont nous avoir indexé à peu près 5000 collections, en fait, en 3 ans. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on dit le temps, quand il faut être présent ou pas, l'indexation, par exemple, c'est un cas très intéressant, ils indexent en majorité entre 23h et 2h du matin. Donc, vous vous doutez bien que nous, quand on lance une collection comme ça, ce qui est chouette, c'est quand les collègues ils voient le lendemain matin, waouh, on a tout ça à traiter. Donc, on fait attention aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a la question du recrutement, il y a la question de l'engagement qu'on a envers ces personnes et quelles implications ça va avoir pour nous. Là, par exemple, c'était le comité des complices au musée. Là, on a fait ça tout simplement sur le temps du midi et en début de soirée. Vous allez me dire, je mange beaucoup, mais sur l'heure de l'apéro. Mais c'était des facteurs. Alors là, typiquement, on est tombé dans des biais. C'est-à-dire pour le recrutement, on a tenté nous aussi les réseaux sociaux, ça n'a pas marché. Puis finalement, j'ai une collègue qui a eu une idée toute simple. Elle a dit, on travaille à Rennes Métropole, on va envoyer une annonce à tous nos collègues de Rennes Métropole. Et il se trouve que dans le groupe qu'on a reçu, c'était que des collègues, mais on avait des collègues jardiniers, on avait des collègues qui venaient d'entrer dans la collectivité, qui n'avaient jamais vu le musée, et qui, parce qu'on a fait cette invitation-là, et c'est quand même à peu près 5000 personnes, la collectivité de Rennes Métropole. Donc, en fait, des fois, on va aller chercher partout, alors qu'on a déjà un début de panel. Et puis, pour finir, pour vous montrer plein de configurations différentes, là, c'est un atelier mené de broderie numérique pour concevoir des coussins dans l'espace d'accueil du musée. Et là, en fait, avec l'artiste, on a décidé de commencer en se mettant au milieu de la place publique des Champs Libres, commencer à broder avec la machine. La brodeuse numérique intéressait beaucoup. Elle est restée une semaine comme ça, donc sans recruter personne. Et puis, finalement, les gens, on les a croisés dans les Champs Libres, avec 1,4 million de personnes qui circulent dans les Champs Libres. Et au fur et à mesure, le groupe s'est constitué. Au départ, on s'est donné rendez-vous une
fois par semaine 1 heure pour mener un certain nombre de projets. Puis ça a fini par une journée entière à finir les coussins, là, à broder tous ensemble pour les fignoler. Mais ça, finalement, c'est un peu l'expérience. Il y a des échecs, des réussites, mais faut persévérer, en fait, et essayer de se mettre sur les mêmes temps, en tout cas, que les publics, mais en conservant aussi le fait qu'il ne faut pas qu'on soit trop fatigué. Je dis ça parce que en fait, les gens qui contribuent à cette action de participation, ils sont fortement mobilisés au sein de nos équipes. Donc, il faut quand même aussi garder le juste équilibre de nos propres contributions. Penser à nous, c'est être aussi disponible en fonction des personnes qui sont en face. Donc, après avoir abordé sur comment impliquer les publics, on peut réfléchir à la question des contreparties, puisque la co-construction, c'est aussi l'échange et la réciprocité. Donc, comment dans vos projets, les contreparties sont envisagées pour les participants et les parties prenantes? Je ne sais pas si c'est une contrepartie, mais vous allez me dire si je suis dans le vrai. Moi, j'ai souvent envie de parler de partage et de parcours. Et c'est assez éducation populaire comme affaire, finalement. Ce qu'on peut proposer, après avoir participé à un projet de restauration du patrimoine, c'est d'y prendre des responsabilités. Alors, c'est à peine une contrepartie, c'est finalement y mettre encore plus le bras, mais en étant une partie prenante plus active encore que la première ou la deuxième participation à laquelle qu'on a faite. Et en ce sens, ce que nous proposons, c'est une formation, des formations pour devenir animateur de chantier, animateur, animatrice. Le chantier de bénévoles, ça t'a plu, tu as trouvé que c'était une période formidable, un moment formidable, un moment de partage, un moment d'écoute et de rencontre, eh bien, tu peux animer ce temps toi-même. Mais pour ça, il faut quand même avoir un certain nombre de clés, un certain nombre d'outils, et on va t'outiller pour que tu puisses accéder à ces responsabilités. Un stage monument historique qui va finalement parler de comment on restaure, pourquoi on restaure, c'est quoi un projet de restauration et de réutilisation du patrimoine dans un cadre associatif, dans le cadre d'un projet d'intérêt général. Donc ça dure une quinzaine de jours. Et puis ensuite, un stage pédagogie et organisation de chantier qui dure 5 jours, qui ramène et qui renvoie à des notions plus d'animation et d'organisation du chantier. Et muni de ces clés, de ces outils, eh bien, tu deviens en capacité d'animer et de participer à une équipe d'animation de chantier et finalement d'aller plus loin et de ne plus être simplement le mot est mauvais, un consommateur de chantier de bénévoles, mais un acteur, une partie prenante totale, parce que tu vas y prendre des responsabilités. Oui, c'est vrai que ça rejoint aussi effectivement les visiteurs de notre comité visiteur. Donc ils ont des contreparties, on va dire. Voilà, on leur donne des places, par exemple, ou le catalogue de l'expo en cours, ou voilà, des petites choses comme ça. Mais on sent et on a ce retour que le fait de s'impliquer et de devenir acteur, c'est aussi une fierté. Voilà, c'est de pouvoir dire qu'ils participent en fait au musée. Ils sont un peu un complément des équipes du musée. Et puis après, oui, ça peut. Ils ont des petites anecdotes marrantes, par exemple. Les titres des expositions, on sollicite le comité visiteur la plupart du temps sur les titres des expositions, donc ils peuvent dire l'exposition zombie, la mort n'est pas une fin. Ça c'est moi j'avais donné cette idée, mais donc c'est intéressant d'avoir. Oui, il y a vraiment cette fierté-là et dans toutes les générations qu'on a dans le comité visiteur. Donc, c'est super de voir ça, voilà, de 18 ans jusqu'à, je crois qu'on a 73 ans. Donc, voilà, c'est super d'observer ça. Un peu de la même manière, effectivement. Nous, on compte beaucoup sur
l'encapacitation, voire l'agentivité, parce qu'on peut l'aborder un peu de manière différente. Et là, typiquement, sur cet exemple-là, on est sur des gens qui ont découvert qu'il y avait un atelier pour fabriquer des coussins. Ils ont découvert qu'il y avait une brodeuse numérique. Et en fait, on est tombé sur 2 personnes, une qui venait d'acheter sa brodeuse et une qui avait prévu de l'acheter. Et en fait, elles ont participé à cet atelier pour se former avec l'artiste. Et elles ont été plus loin, c'est qu'elles ont discuté, on leur a donné les références pour aller dans des Fab Labs de Rennes, où elles nous ont tenus au courant que ça avait été le point de départ, finalement, d'une encapacitation supplémentaire, d'une formation. Et donc ça, c'est... On la promet pas toujours la contrepartie, mais en tout cas, on essaye de favoriser ça au cours des projets. Après, effectivement, on se situe pas de la même manière aussi au niveau des engagements. Les complices, par exemple, j'ai fait deux échanges de 2 heures, un sur le temps du midi, un sur le temps du soir, mais on n'était pas parti dans un cycle où il fallait mobiliser les gens tous les mois. Ça dépend un peu de la mesure que l'on met. Ça dépend aussi de ce que l'on fait, de ce que les gens vont partager avec nous. Pour le cas de Muséomix, c'est un cas qui est un peu particulier parce que finalement, pendant cet événement, vous allez avoir un collectif qui va créer souvent des dispositifs qui vont peut-être pouvoir devenir des dispositifs de médiation pour les musées. Et donc, il est arrivé des fois où c'est super, ils conçoivent un projet et puis c'est intégré au musée, mais pas de contrepartie, rien. Donc là, pour le coup, moi j'ai été dans le cas de figure de reprendre un dispositif Muséomix qui avait été créé 2 ans avant. Donc je me suis armé de patience et j'ai réuni toute la communauté, je les ai invités à l'inauguration de l'expo. Ils ont signé une convention de telle manière qu'on utilisait, on restituait qu'ils en étaient les propriétaires. Et ce n'était pas une mince affaire parce que dans ces personnes-là, il y avait des gens du domaine du numérique et il y a des profils différents qui n'ont pas les mêmes enjeux. Et donc, parfois, on peut se retrouver avec des problématiques de contrepartie qui sont aussi divers que les personnes en fait, qu'on a réunies autour de nos projets. Sur ce point, j'aimerais rebondir sur notamment cette question de la diversité des participants, des parties prenantes et des publics qui interviennent et de la position de l'institution, la structure culturelle qui peut encadrer ces projets. Parce que, comme ça avait été dit, la structure s'engage dans ce type de projet à être souvent spectatrice et à laisser l'agentivité aux participants. Mais comment, malgré tout, garantir un cadre d'action qui soit sain et où tout le monde puisse s'exprimer et peut-être potentiellement comment faire face à des situations de tensions, des potentiels conflits qui peuvent arriver du fait aussi de la diversité des personnes qu'on fait participer. Là, en l'occurrence, si on prend les rendez-vous 4C au champ libre que j'ai présenté tout à l'heure, là, nous, on travaille en tant que garant d'un cadre. C'est-à-dire qu'on travaille en tant que facilitateur, coordinateur, à garantir le cadre dans lequel va se développer cette action participative. Et c'est là où on apprend tous les jours, c'est que par exemple sur les rendez-vous 4C, ce qu'on a mis en place, au départ, c'était vous venez avec votre idée, et puis allez hop, vous vous lancez, et puis on va suivre de loin. Maintenant, on ne fait pas ça. Maintenant, on a multiplié les étapes qui consistent à accueillir la personne qui partage une idée, d'avoir un premier échange du mail pour lui dire c'est ça le cadre des rendez-vous 4C. Ensuite, on le rencontre juste un quart d'heure au passage dans le hall pour toucher juste 10 minutes d'échange. Ensuite, on prend tout un process, mais c'est pour vérifier l'engagement des gens. Et ensuite, on prend un temps d'1 heure pour poser le cadre du rendez-vous et même son déroulé, que les gens se projettent. Une fois qu'on a fixé ça, les dates, les heures, on les laisse 3 mois. Même pas, on fait une fois sans annoncer le rendez-vous, en leur demandant de venir avec des complices et on teste les choses. Et en fait, par la suite, il y a les 3 mois de mise en route où on dit que le rendez-vous est nouveau pendant 3 mois et au bout de 3 mois, quand il est stabilisé, les gens ne nous voient plus qu'une fois par an. On peut juste leur dire coucou, mais on les surveille plus du tout. En fait, on est juste là pour les accompagner. Et pourquoi on fait tout ce protocole qu'on a documenté nous-mêmes et qu'on remet à jour tout le temps, c'est qu'à chaque fois, on a eu plein de cas de figure différents. La personne où on croyait que son idée était claire, mais l'idée n'était pas claire et elle n'a jamais réussi à la partager avec le groupe. Donc c'est parti un peu n'importe comment. Une personne
personne qui est finalement trop autoritaire pour la dynamique du groupe et qu'on n'arrive pas à gérer. En tout cas, ce qui est certain, c'est poser le cadre avant de commencer toute chose et vérifier avec tout le monde que tout le monde est d'accord avec le cadre. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où quelqu'un n'était pas d'accord avec le cadre. Et là, on a convenu juste que c'est dommage, elle était venue, mais pour rien. Mais que par contre, j'ai repris rendez-vous avec elle le lendemain. Et en fait, si je l'avais gardée, c'était un comité de visiteurs. C'était pas la peine. Elle me bousillait tout parce qu'elle était venue avec son carnet de notes pour me dire tout ce qui n'allait pas bien. Et donc, elle aurait pris tout le pouvoir du rendez-vous. Ouais, la question du cadre, elle est importante. Je pourrais parler de deux aspects qui nous préoccupent. D'abord, le cadre de la restauration du patrimoine, qui nous impose, parce que nous avons hérité d'un élément du patrimoine et que nous avons pour ambition de le transmettre en meilleur état, il nous impose de bien le restaurer. Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes bénévoles, des amateurs, au sens... nous considérons que le mot amateur est un beau mot, mais il pourrait être considéré comme quelque chose qui est finalement un peu dégradant, c'est pas grave, vous êtes des amateurs. Eh bien, non, nous sommes des amateurs parce que nous aimons et que nous voulons bien faire. Et donc, il est important que les gens qui participent au chantier, ils respectent toutes les règles de la déontologie de la restauration, de la législation des monuments historiques, de l'archéologie, etc. Et ce cadre-là, il s'impose à nous, et il s'impose aux bénévoles et aux amateurs, au même titre qu'il s'impose à tout propriétaire, tout professionnel et tout acteur de la restauration du patrimoine. Donc là, c'est important parce qu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est bénévole. On doit faire au moins aussi bien, voire peut-être mieux d'ailleurs. On a le temps de le faire et donc il y a des impératifs économiques auxquels nous ne sommes pas soumis et nous pouvons finalement faire encore mieux que ne le font des professionnels. Ça, c'est un premier cadre qui est posé. Et puis il y en a un deuxième qui est aussi le cadre de la vie collective, le fait que nous accueillons ensemble des personnes qui vont interagir, agir ensemble pour le patrimoine, mais qui vont aussi vivre un séjour ensemble. Et ça oblige à faire que chacun se sente accueilli avec bienveillance par l'autre et que chacun accueille l'autre avec bienveillance. Et donc on a, depuis plusieurs années maintenant, mis en place un kit éthique et intégrité qui vise à faire en sorte que chacun s'entende bien sur le cadre bienveillant qui est mis en place pendant le séjour et qu'il puisse, soit en tant que victime, elle puisse en tant que victime ou en tant que témoin, dénoncer quelque chose qui semble être non conforme à ce que nous attendons d'un séjour bienveillant à l'égard de tous et tous. Et donc, on a mis en place un kit constitué d'affiches, de dépliants, d'un livret à destination de nos animateurs pour qu'ils soient en capacité d'organiser un cadre bienveillant et aussi des modalités pour alerter en cas d'incident ou de problématiques graves qui appellent à une réaction de la part de l'organisation, de l'institution Rempart quand elle peut agir et qu'elle soit obligée de réagir à l'égard d'un incident. Et donc ça, c'est aussi le cadre que nous donnons à ce bénévolat, cet engagement que nous proposons et qui finalement est aussi attendu par les personnes qui participent à nos chantiers et qui disent effectivement, je souhaite être accueilli à bras ouverts et c'est ce que nous souhaitons pouvoir faire et que toutes et tous puissent venir en ayant le sentiment d'être en sécurité et en bienveillance pendant son activité. Très bien. Pour terminer cette table ronde, j'aimerais aborder la manière dont vous pérennisez ce type d'action. Est-ce que vous les institutionnalisez, les inscrivez dans une temporalité spécifique et également comment vous évaluez ces dispositifs et leurs retombées? Alors, merci beaucoup. Sur le dispositif donc, du comité visiteur en particulier, donc, nous, on a 2 comités visiteurs par an.
voilà, parce que ça permet d'aborder, jusqu'ici, ça a permis d'aborder tous les sujets qu'on avait besoin de proposer. Après, les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont. Moi-même, je suis en charge du budget de ma direction, donc je parle en connaissance de cause. Et effectivement, si on avait plus de moyens, forcément, on mettrait en place plus de types de comités, ou par exemple, les conseils des jeunes qui ont été annoncés par Rachida Dati. En soi, c'est une très bonne idée, mais voilà, ce serait à budget constant, donc à voir comment on peut mettre ça en place. Donc effectivement, nous, on a la chance, je dirais, d'avoir pu pérenniser déjà ce comité visiteur avec ces 2 sessions par an qui sont actées. Hein. Et puis ensuite, sur l'évaluation, c'est vrai que nous, on a des retombées assez concrètes de voilà, les retours. Alors, on ne prend pas tous les retours en compte à la lettre forcément du comité visiteur, mais on a ce retour-là très concret. Et puis ensuite, on mène des études sur les publics ou des études sur la réception des expositions ou sur la réception de certains dispositifs, et qui nous permettent d'avoir à la fois un retour quantitatif et qualitatif sur ce qu'on peut proposer, ce qui est très très riche pour avancer et proposer d'autres choses. Eh bien, nous, en termes de perspective, pour les projets participatifs qui sont portés par les publics et qu'on accompagne, là, le principe, c'est d'être à l'écoute et de voir comment faire évoluer nos formats pour que ça corresponde. Là, par exemple, les rendez-vous 4C fonctionnent bien, mais on a créé un nouveau format qui s'appelle la zone d'autonomie temporaire. Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait plein de demandes, d'associations, d'étudiants qui voulaient venir au Champ Libre porter un projet, mais finalement, des fois, c'était pour un one-shot, pour une présentation une fois. Et là, on est en train de mettre ça à place pour accueillir tout type de projet, mais en laissant juste le hall pendant 1 heure pour mener le projet. Et autrement, ce qu'on fait, nous, en termes d'évaluation, c'est que bien sûr, il y a les évaluations des projets, c'est les comptes rendus quand on a des comités de complices ou de visiteurs, mais surtout, on a essayé de partager nos pratiques avec les autres collègues. Et mon collègue Samuel Bosson a créé un laboratoire interlieu. Et donc, tous les acteurs des démarches participatives ou de facilitation se réunissent 2 fois par mois et on échange sur des échanges de pratiques. Et en fait, on s'évalue nous-mêmes et on partage nos conseils pour mener à bien nos projets. Donc, on s'inspire des autres et on essaie d'inspirer les autres. Et donc, ça, c'est une mécanique qu'on a mis en place et qu'on continue à faire évoluer mois par mois. En termes de perspective, d'abord, il faudra que nous ayons les moyens de continuer. C'est un enjeu. Hein. Nous, en tant qu'association, on dépend beaucoup des financements publics et l'heure n'est pas à l'augmentation, elle est même à l'austérité dans les budgets et des collectivités et bientôt de l'État. Et clairement, on nous annonce que des diminutions de budget. Donc ça, c'est quand même une difficulté pour une association. J'espère que Rempart et ces 200 associations pourront continuer leur action parce qu'elle est vertueuse, parce qu'elle a un impact sur les territoires, sur les personnes, et qu'elle est utile, me semble-t-il, elle est d'intérêt général. Encore faut-il qu'elle puisse perdurer. Donc oui, nous espérons pouvoir continuer. Nous le souhaitons, espérons pouvoir le faire grâce tout de même aux soutiens qui perdureront également. Deuxième point, les personnes que nous impliquons, que nous associons, nous essayons de voir ce qu'elles deviennent. Et notamment, je parlais de ces jeunes que nous avons impliqués au travers de notre action patrimoine et lien social avec les missions locales. Et donc, nous réinterrogeons ces jeunes après leur participation au chantier, 6 mois après leur participation au chantier. Nous les appelons au téléphone et nous faisons un suivi, une étude de suivi. Et ce qui est réjouissant, on va dire ça comme ça, c'est que le chantier de bénévoles a très souvent changé leur vie, fait évoluer considérablement leur perception d'eux-mêmes, des autres et de leur propre perspective. Elle leur a ouvert des champs qui leur étaient inconnus,
Tout simplement parce qu'elles ont découvert, par le témoignage des gens qu'ils ont rencontrés sur le chantier, par les témoignages et les rencontres qu'ils ont faites avec l'encadrant technique, avec l'animateur du chantier, avec un autre territoire aussi, avec d'autres populations que celles qu'ils connaissent dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village. Tout ça est un espace qui s'est ouvert devant eux et avec l'accompagnement de la mission locale qui fait aussi son travail de suivi, eh bien, 6 mois après, 90% d'entre eux nous disent « mais je continue, je vais plus loin, je m'inscris dans une nouvelle formation à laquelle je n'avais pas pensé, j'ai des projets et c'est quelque chose qui est finalement fortifiant pour nous, hein, en nous disant ben oui, on a effectivement eu raison d'aller vers ces jeunes gens et de leur avoir proposé d'aller vers ce patrimoine et d'y agir parce que ça a été pour eux un tremplin vers un avenir plus fort pour eux et plus construit. Très bien, merci pour vos riches interventions sur la co-construction.